Un grand merci de vous être inscrits si nombreux à ce webinaire. Ce webinaire sur les états financiers. Nous allons vous donner quelques pistes de lecture, de décryptage et d'analyse de ces états financiers. Alors tout d'abord, on va essayer de cartographier l'information financière, car ces états financiers sont au cœur de l'information financière de l'entreprise. Alors la cartographie, on va se poser comme question, déjà donc, les états financiers vont servir à une communication financière externe et interne. Donc on va se poser déjà comme question, pour qui, pourquoi, quel support et comment? Donc pour qui? Souvent en France, donc effectivement, les états sont, notamment sur la liasse fiscale, sont effectués pour l'administration fiscale, bien évidemment, notamment pour calculer un résultat fiscal qui permet de payer les différents impôts, et notamment l'IS, l'IR, éventuellement la TVA. Mais c'est également une communication donc interne, si on peut parler interne à l'entreprise au niveau des associés, des propriétaires des associés, pour qu'ils puissent valider la gestion de la direction et des salariés de l'entreprise. Donc approuver les comptes donc annuellement avant le 30 juin, on approuve en assemblée générale, comme vous avez pu le voir dans vos différentes sociétés, approuver les comptes annuels pour éventuellement, s'il y a un résultat bénéficiaire, pouvoir se verser éventuellement des dividendes, qui est la rémunération des associés. Mais également l'information, donc l'utilisation de ces états financiers et de l'information financière peut être également destinée à d'autres tiers, notamment les banques, les organismes sociaux, l'État, des fournisseurs, des clients, des futurs investisseurs éventuellement. Tout ça pour donner une information sur le patrimoine de la société, l'activité de la société et sur la santé financière de l'entreprise. Notamment un investisseur qui serait amené à vouloir entrer au capital de la société, effectivement, vous demanderez les comptes annuels pour analyser la santé financière. Est-ce que c'est intéressant ou pas de rentrer au capital de cette société-là? Et également, l'information financière de cet état financier, elle est utilisée en interne pour gérer la société par les dirigeants. Sur quel support? Donc, sur quel support donc, les états financiers qu'on transmet, notamment, on parle des états financiers au sens général du terme. Hein. Les états financiers, c'est tout document financier. On verra tout à l'heure qu'on parle souvent d'états financiers au sens large du terme, qui regroupe la liasse fiscale, les comptes annuels et même jusqu'au solde intermédiaire de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion, c'est la décomposition du compte de résultat sur différents agrégats économique, hein, que nous ne développerons pas dans ce webinaire, mais qui pourra être sujet à un futur webinaire. L'alias fiscal, les comptes annuels, donc ça, c'est les états financiers au sens large du terme, mais on parle souvent, parfois vous entendrez le terme état financier pour indiquer le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui sont en fait les comptes annuels qui sont destinés à être approuvés en assemblée générale. Comment on les transmet? Donc, l'administration fiscale sur la liste fiscale, on le transmet donc par voie maintenant dématérialisée, hein, mais c'est sur des documents qu'on appelle des documents CERFA, sur des documents qui composent la liasse fiscale, qui sont envoyés, ou sinon, comment on peut, c'est aussi, on dépose, après approbation des comptes par les associés, on dépose, c'est une obligation légale, on dépose les comptes au greffe. Donc, en fait, les états financiers sont au cœur de la communication financière. Une communication financière, on a vu tout à l'heure que ça peut être une communication financière interne et externe qui n'a pas forcément d'obligation, une obligation légale ou fiscale. Mais on va se concentrer essentiellement sur deux états financiers qui sont l'alias fiscal et les états financiers, et les états financiers qui sont les comptes annuels, qui est en fait une obligation légale. Donc, le dépôt des comptes au greffe, après approbation en assemblée générale, est un document qui est donc une obligation légale, qui est composée, donc les comptes annuels sont composés d'un bilan, d'un compte de résultat et d'annexes. Ce qui fait la différence par rapport à l'obligation fiscale. Globalement, une liasse fiscale est composée à peu près des mêmes éléments que les comptes annuels, qui sont composés d'un bilan, d'un compte de résultat, d'annexes qui ne sont pas exactement les mêmes annexes
que pour les comptes annuels, mais c'est surtout, il y a un feuillet sur notre liasse fiscale qui va permettre de définir un résultat fiscal. Pourquoi le résultat fiscal? Que certaines charges qui sont certaines charges comptables ne sont pas déductibles fiscalement et parfois certains produits comptables ne sont pas imposables fiscalement. Et tout ça, on le fait sur un CERFA qui est transmis à l'administration fiscale. Les états financiers sont au cœur d'un processus annuel. Je vous parlais des états financiers, donc les deux principaux états financiers sur lesquels on se concentre sur notre webinaire, qui sont la liasse fiscale et les états, les comptes annuels, suivent en fait un processus annuel pour une clôture, par exemple, d'un exercice au 31 décembre donc de l'année 2022, par exemple. Si on est donc en 2022, ce qui va se passer, c'est qu'on aura à peu près jusqu'au 18 mai, hein, donc 3 mai si c'est sous format papier, mais 18 mai si on est en dématérialisé, jusqu'au 18 mai pour élaborer l'alias fiscale qui sera transmise à l'administration fiscale. Puis, on aura normalement, l'Assemblée générale doit avoir lieu avant le 30 juin, donc de l'année suivante, de l'année N+1, avec les comptes annuels, les états financiers. Donc ça, c'est une première partie qui devra, donc, après l'approbation, le PV d'Assemblée générale et les comptes annuels devront être déposés au greffe avant le 31 juillet. Et vous aurez jusqu'au 30 septembre, donc 9 mois après l'arrêté des comptes, pour verser éventuellement des dividendes qui auraient éventuellement été prises, dont la décision aurait été éventuellement prise en Assemblée générale. Donc là, je vous ai présenté des modèles. On voit les modèles de liasse fiscale, de compte annuel et d'annexe. La liasse fiscale, on voit, c'est la liasse fiscale, c'est un feuillet de la liasse fiscale qui est le feuillet de liasse fiscale sur le bilan actif. Et vous avez aussi le même bilan actif au niveau des comptes annuels, donc qui sont approuvés en assemblée générale. Et en fait, ce sont les mêmes informations. C'est juste la forme qui diffère, mais ce sont les mêmes informations. Donc, globalement, les informations du bilan, du compte de zéro usage qu'on a dans la liasse fiscale sont les mêmes que ce qu'on a sur les comptes annuels. Il y a quelques éléments, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, sur la liasse fiscale. On a un feuillet pour calculer le résultat fiscal. C'est essentiellement ce qui diffère. On a des annexes. Donc, ça, c'est un annexe au compte annuel. Donc, ce sont les comptes qui sont approuvés en assemblée générale. Qu'est-ce qu'une annexe? En fait, une annexe, ce sont des éléments de contexte qui permettent au lecteur de comprendre les comptes annuels. Donc, vous allez avoir éventuellement quelques tableaux qui vous expliquent notamment les immobilisations, donc les investissements que vous avez faits pour la société au cours de l'année. Vous avez éventuellement des tableaux de provisions, quand vous avez éventuellement des provisions pour des risques liés à l'activité de l'entreprise. Et puis, vous avez aussi beaucoup de textes qui vont indiquer quelles sont les règles et méthodes comptables que la société a utilisées pour établir ses comptes annuels. Donc, en fait, c'est des notes, l'annexe en fait, au compte annuel est une note pour aider le lecteur à lire les comptes annuels. Dans les liasses fiscales, il y a quelques annexes, mais c'est plutôt sous forme de tableau, ce tableau dont je vous parlais, sur les états des immobilisations, des provisions, mais il n'y a pas de texte littéraire dans la liasse fiscale. Nous avions donc ce webinaire est intitulé Lire et décrypter les états financiers. Donc là, on a évoqué le contexte, les agents autour de cette information financière et autour de ces états financiers. Mais là, nous allons donc du coup rentrer dans les pistes de lecture d'un bilan. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bilan? Le bilan, c'est un élément des comptes annuels. Vous avez le bilan, le compte de résultat et puis l'annexe. Le bilan, c'est le patrimoine de la société à un instant T. C'est une photo de votre société, de votre patrimoine de la société, donc de l'actif et du passif. À un instant T, si vous clôturez votre exercice, par exemple, là, dernièrement, au 31 décembre 2022, vous allez avoir une photo de vos engagements, des engagements de la société au 31 décembre 2022. Donc, l'actif, c'est ce que la société possède, et le passif, c'est ce que la société doit. C'est les dettes. L'actif est composé, donc ce que la société possède, est composé de l'actif
immobilisé. L'actif immobilisé, c'est des éléments d'investissement qui vont durer et que vous allez conserver sur plusieurs années, que vous allez en gros utiliser pour votre activité sur plusieurs années. L'actif immobilisé, les investissements, donc de l'investissement immatériel qui peut être un fonds de commerce que vous achetez, ça peut être un brevet, un logiciel que vous utilisez. Les immobilisations corporelles, ça peut être du matériel informatique, ça peut être du matériel industriel. Si vous êtes par exemple un restaurateur, ça va être tout le matériel de la cuisine qui va vous permettre donc de réaliser votre activité. Et puis vous avez éventuellement les immobilisations financières qui sont éventuellement des participations, si vous êtes une holding, des participations dans une autre société. Ça peut être aussi des dépôts de garantie, si par exemple euh, vous, vous recevez, vous avez une activité immobilière, vous recevez des dépôts de garantie. Donc, c'est l'actif de la société. Vous avez donc une autre notion qui s'appelle l'actif circulant. L'actif circulant, c'est les éléments qui ont une durée, qui sont une durée souvent inférieure à 1 an. Ça peut être un petit peu plus qu'1 an, mais c'est des durées court terme. Donc, vous avez notamment les notions de stock, de créance client. Le but, quand vous avez un stock, c'est de l'utiliser éventuellement. Si vous avez du stock au 31 décembre 2022, il va sûrement être utilisé avant qu'il soit obsolète avant, donc dans l'année suivante, l'année 2023. Si vous avez des créances clients, vous allez tout faire pour encaisser vos clients donc l'année suivante. Donc, ce sont donc un actif de la société, mais plutôt court terme, plutôt sur inférieur à 1 an. Le passif, donc le passif, ce sont en fait voilà, ce que la société doit, la dette de la société. Vous avez donc notamment les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est ce que la société doit aux associés. Donc, vous avez le capital social qui est donc l'investissement de départ des associés. Et puis, vous avez en report à nouveau, qu'on appelle report à nouveau aux réserves, ce sont éventuellement l'accumulation de tous les bénéfices de la société des dernières années qui n'auraient pas été éventuellement distribués en dividendes. Voilà. Ça peut être aussi les déficits. Ça peut être des bénéfices, ça peut être des déficits, donc ça diminuerait éventuellement les capitaux propres. Vous avez aussi la notion de capitaux permanents. Qu'est-ce que les capitaux permanents? C'est les capitaux propres, ce que la société doit aux associés, et les dettes à long terme, notamment les emprunts bancaires ou un emprunt obligataire. Donc, l'emprunt obligataire, ça serait donc éventuellement un emprunt que la société aura émis, qui aura été souscrit par une personne physique ou des sociétés, qui est donc différent de l'emprunt lié au bancaire. Donc, les capitaux permanents, ce sont donc des ressources qui sont sur le long terme. Et vous avez également, donc, dans le passif de la société, des dettes à court terme, qui sont éventuellement des dettes financières à court terme, qui sont par exemple les apports en compte courant des associés. Ça peut être par exemple, éventuellement un découvert bancaire autorisé par la banque. Et puis, vous avez tout ce qui est dettes court terme, les dettes fournisseurs et les dettes liées à l'État, donc dettes fiscales et sociales ou aux organismes sociaux. On va se poser la question maintenant de comment est organisé le bilan. Alors le bilan, quand vous lisez donc le bilan de haut en bas, au niveau de l'actif et du passé, donc au niveau de l'actif, c'est du moins au plus liquide. Par exemple, effectivement, les actifs immobiliers dont on parlait tout à l'heure sont plus difficilement cessibles. On va prendre plus de temps pour éventuellement vendre un bien immobilier si vous êtes dans une activité immobilière, ou céder éventuellement un logiciel, ou céder éventuellement vos parts dans d'autres sociétés. Ce sera plus difficilement, ce sera moins liquide que la partie qui est donc en bas du bilan à l'actif, notamment vous avez la notion de disponibilité. Disponibilité, c'est le compte bancaire à la banque. La trésorerie, c'est le compte bancaire à la banque ou éventuellement vos espèces quand vous avez des comptes de caisse. Les valeurs mobilières de placement, qui sont des actifs financiers, des investissements financiers, des actions, des obligations, par exemple à la bourse, mais qui sont facilement cessibles pour transformer ces actifs immobiliers, ces actifs financiers en actifs liquides, en de l'argent, de la trésorerie. Donc voilà, et du stock, des créances clients. Donc ça, on part du moins au plus liquide quand on part donc entre le haut et le bas du bilan actif. Au niveau du bilan passif, c'est du moins au plus exigible. Donc, forcément, ce qui sera le plus exigible en bas du bilan passif, c'est tout ce qui est dette fiscale et sociale, c'est les dettes fournisseurs, c'est éventuellement les dettes financières court terme, les découverts que la banque vous aurait éventuellement autorisées. Et plus on va remonter,
on aura effectivement, ce sera moins exigible, par exemple des emprunts bancaires qui vont se rembourser sur plusieurs années ou des emprunts obligataires qui vont se rembourser sur plusieurs années. Et à la toute fin, ça sera éventuellement donc, ce que la société doit aux associés. Si imaginons par exemple que la société soit liquidée, la société remboursera les associés qu'à la fin, à part effectivement les dividendes qui sont votés chaque année, mais le capital social sera remboursé qu'à la fin. Ok, Jean. Une notion, voilà, pour retrouver un petit peu dans le bilan, au niveau de l'actif et du passif, la notion de trésorerie. Il y a des notions qui sont la notion de fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement, c'est une notion qui est les capitaux permanents moins l'actif immobilisé. Comme on dit tout à l'heure, les capitaux permanents, ce sont les dettes qui sont à long terme, qui vont être remboursées sur plusieurs années. Et de l'autre côté, vous avez les actifs immobilisés qui sont des actifs que vous allez utiliser pour votre activité sur plusieurs années. Donc, normalement, pour une bonne gestion d'entreprise, il faut s'assurer que les capitaux permanents, donc les dettes long terme, soient utilisées pour de l'actif, pour des investissements que vous utilisez sur plusieurs années. Donc la différence, s'il y a un petit reliquat entre ces ressources stables, ces capitaux permanents et vos investissements, on appelle ça le fonds de roulement. Vous avez une autre notion aussi qui s'appelle le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est les fonds dont vous avez besoin pour faire marcher votre activité. Donc, la formule mathématique, c'est stock plus créance moins dette fournisseur. En gros, voilà, vous avez besoin de payer vos fournisseurs, vous avez besoin de payer, vous avez besoin, donc vous allez devoir encaisser vos clients pour payer vos fournisseurs. Souvent, on parle de la notion de BFR négatif. Pour une bonne gestion d'entreprise, c'est bien d'avoir un BFR négatif. Ça veut dire qu'en gros, on va encaisser nos clients, donc on va utiliser nos stocks et on va encaisser nos clients avant de payer nos fournisseurs. Sauf que donc effectivement, un BFR négatif, ça permet d'avoir une bonne gestion d'entreprise et de ne pas aller chercher parce que si jamais vous encaissez pas vos clients et que vous devez payer et vous payez vos fournisseurs avant d'encaisser vos clients, vous allez devoir chercher des ressources financières autres que votre activité. Alors que si vous encaissez vos clients, vous utilisez votre stock, avant de payer vos fournisseurs, l'encaissement des clients vous permettra de payer les fournisseurs de votre activité. Donc le BFR négatif est une notion qui est normalement bonne pour l'entreprise, mais il ne faut pas qu'elle soit en permanence négative, parce que si jamais vous encaissez vos clients, mais que vous utilisez l'argent de vos clients pour d'autres choses que payer vos dettes fournisseurs, vous pouvez éventuellement vous retrouver, on va voir la notion après sur la slide suivante, de cessation des paiements. Donc la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, dans le bilan, ça nous permet de trouver la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est vos comptes bancaires de la société, moins éventuellement les dettes financières court terme que vous pourriez éventuellement avoir. Donc, on a une notion de trésorerie. On verra un peu plus tard dans les slides la différence entre le compte de résultat, le bilan et la trésorerie. Donc, comme je vous ai dit, effectivement, le BFR, si par exemple on encaisse les clients mais qu'on utilise l'argent pour d'autres choses que de payer les fournisseurs, on peut se retrouver dans un état de cessation des paiements. Cessation des paiements, c'est vous n'avez plus d'argent sur votre compte bancaire, sur vos espèces, pour payer vos dettes court terme. Donc, c'est quand les disponibilités, donc la trésorerie, votre caisse, si vous avez des espèces, plus éventuellement les actifs financiers qui sont cessibles rapidement, donc c'est quand cette notion-là, donc de disponibilité de VMP, est inférieure aux dettes financières court terme, vous n'avez plus d'argent pour payer les dettes financières court terme. Si jamais vous êtes en cessation des paiements, vous avez une obligation en tant que représentant légal pour tout ce qui est société commerciale, artisan, de le déclarer au greffe du tribunal de commerce. Pour les autres activités, vous êtes à déclarer au tribunal de grande instance. Vous avez 45 jours pour déclarer votre cessation des paiements. Donc la cessation des paiements, il ne faut pas voir ça comme une punition ou comme un échec de la société, c'est plutôt une aide. Quand vous allez voir le président du tribunal de commerce, donc vous pouvez vous faire accompagner aussi par votre expert comptable, dans cette analyse de votre état de cessation des paiements, et puis éventuellement pour l'expert comptable pourra vous accompagner pour fournir les documents que le tribunal de commerce pourrait vous demander. Ce n'est pas en fait une punition, c'est pour vous aider. C'est que le tribunal de commerce va pouvoir éventuellement négocier avec vous, un facilitateur pour négocier avec vos créanciers éventuellement des délais de paiement ou même de geler de vos dettes pendant un laps de temps
Notamment, vous avez peut-être entendu parler des notions de procédure collective, de plan de sauvegarde. Alors, plan de sauvegarde, c'est avant la cessation des paiements. Sinon, vous avez donc le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire, ça vous permet parfois de geler vos créances pendant une dizaine d'années, des créances que vous ne pouvez pas payer. Et le tribunal de commerce va voir si, en gelant les créances que vous avez plus aujourd'hui à payer, est-ce que vous allez pouvoir payer les nouvelles dettes éventuellement qui vont être créées pour l'activité dans le futur. Est-ce que votre activité future va permettre de payer les dettes, les nouvelles dettes, hein, et les dettes anciennes que vous n'avez pas pu payer pourront être éventuellement étalées, parfois sur des plans qui vont jusqu'à 10 ans. Donc, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un échec, c'est pour aider la société à se redresser, à sauvegarder donc l'activité de la société, sauvegarder aussi l'emploi quand vous avez des salariés. On a vu donc la partie sur lire un bilan, essentiellement sur lire un bilan. On va parler de la deuxième partie qui est le compte de résultat, hein, donc les comptes annuels. On a vu que c'était composé d'un bilan, le patrimoine, d'un compte de résultat et des annexes. Alors, lire le compte de résultat, qu'est-ce que le compte de résultat? Le compte de résultat, c'est l'enregistrement en charge et en produit de toute votre activité. C'est les flux sur une période donnée. Donc, c'est plus à un instant T comme le bilan, c'est sur une période donnée, donc souvent l'exercice comptable, hein. Donc, ça va être vos charges et vos produits sur tout votre exercice, par exemple sur un an, sur l'année, par exemple, si on était en 2022, sur l'année 2022. Les charges, vous pourrez éventuellement voir des comptes de résultats qui ont un aspect légèrement différent, mais souvent, l'aspect du compte de résultat est composé donc de charges. Vous avez d'un côté donc charges d'exploitation, produits d'exploitation, c'est tous vos produits et toutes vos charges liées clairement à votre exploitation, donc les produits, le chiffre d'affaires, les charges, vos charges de personnel, vos charges de loyer, vos charges, vos achats de marchandises si vous êtes une activité d'achat, de vente, d'achat et de vente de biens, ça va être donc l'achat de la marchandise ou de la matière première. Vous avez après donc les charges financières et les produits financiers. Donc, c'est éventuellement tout ce qui est autre que votre exploitation principale. C'est éventuellement si vous avez éventuellement investi donc sur les marchés financiers pour gérer éventuellement votre trésorerie excédentaire. Donc, ça, vous pourriez éventuellement avoir des produits financiers ou éventuellement si vous avez, par exemple, des frais financiers, par exemple des intérêts parce que vous avez un emprunt. Tout ça, ça sera en dehors de l'activité. Ça sera donc les charges financières. Et puis, vous avez les produits exceptionnels. Les produits exceptionnels, ça peut être, par exemple, la cession d'un investissement, hein. On parlait des immobilisations, vous vendez du matériel, on aura donc un produit et des charges éventuellement financières, exceptionnelles, pardon, excusez-moi. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le compte de résultat, charges et produits, il peut y avoir un décalage entre les charges et les produits, donc du compte de résultat, et la trésorerie que vous avez en banque, dans votre compte bancaire, dans le compte bancaire de la société. Pourquoi? Dans les charges et les produits, on va constater toutes vos factures, donc éventuellement vos factures de vos fournisseurs, éventuellement vos frais liés à vos salariés, aux organismes sociaux, les charges, au moment où se produit l'événement. Donc, par exemple, la date de la facture de votre fournisseur, on va enregistrer dans la comptabilité. Par exemple, si vous recevez une facture d'un de vos fournisseurs parce qu'il vous a fait une prestation de service en mois de décembre 2022, et vous allez du coup avoir une facture qui est par exemple libellée le 25 décembre 2022, on va l'enregistrer en comptabilité pour l'année 2022, mais vous n'allez peut-être pas forcément payer tout de suite votre fournisseur. Et inversement, vous avez peut-être vous avez fait une prestation de service donc vis-à-vis d'un client, vous allez émettre votre facture en fin d'année 25 décembre, mais peut-être que votre client ne va pas vous payer tout de suite. Donc, vous allez avoir du chiffre d'affaires, vous allez avoir des produits dans le compte de résultat, mais vous n'allez pas avoir d'argent dans votre compte bancaire de la société. Donc, il y a parfois une distorsion entre le compte de résultat, donc la comptabilité, le bilan compte de résultat et la trésorerie en elle-même. Parfois, vous pouvez avoir un résultat. Si jamais vous avez un résultat nettement bénéficiaire dans le compte de résultat, il y a de fortes chances que votre trésorerie dans l'avenir augmente. Si jamais vous avez un résultat déficitaire, il y a de fortes chances que votre trésorerie dans l'avenir diminue, mais il y a une distorsion. C'est pas forcément, si vous avez un résultat bénéficiaire ou déficitaire, ça ne va pas forcément se traduire instantanément dans votre compte bancaire de la société. Voilà. Donc, je serai donc avec de grand plaisir pour répondre si vous avez des questions. Maintenant, après ce webinaire, fin du webinaire, si jamais vous avez des questions,
A posteriori, on pourra vous pouvez toujours me contacter hein, pour éventuellement, si vous avez besoin de questions liées à ce webinaire. Voilà, donc vous avez mes coordonnées et les coordonnées de Jérémy Lelouch, le fondateur de la société Foxon. Je vous invite éventuellement ici donc, à découvrir aussi nos futurs webinaires hein, qui auront lieu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, vous serez prévenus, hein, soit par mail ou éventuellement sur nos réseaux sociaux que vous pouvez. Donc, on est sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, en espérant avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition.